Mais pouvoir sinon, coercitif justement du conseil de la concurrence. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça renforce, est-ce que la réforme renforce justement son pouvoir? Et quelle est, entre guillemets, la grille? Parce que des fois, certaines personnes jugent la grille des sanctions un peu faible, on juge les sanctions faibles par rapport à ce qu'on peut gagner. Donc certains peuvent se permettre de faire des choses anticoncurrentielles, payer l'amende et continuer à le faire. C'est ça un petit peu Est-ce que le barème des sanctions a été renforcé? Voilà, grosso modo ce qu'on veut. Justement, c'est une très bonne question parce que ça me permet de relier à ce qu'on disait au tout début sur le rôle de la concurrence. Au fil des réponses, j'ai développé l'idée que la sanction n'est pas une finalité. Exactement. La finalité, c'est le respect de la loi. Tout à fait. Et c'est là où je rebondis sur ce que vous voulez de dire, qui est très important pour l'ensemble de vos lecteurs et auditeurs, c'est que la finalité pour nous n'est pas la sanction, c'est le respect de la loi. Évidemment. Donc, quand vous dites quelqu'un va être sanctionné et continuer, c'est ça pour nous, c'est et continuer qui est important. Exactement. Parce que bon, il peut payer la sanction. Nous, on n'a pas du tout envie qu'il continue. Évidemment. Donc, nos décisions, l'aspect sanction n'est qu'un élément. Il faut regarder quelles sont nos exigences pour que ça ne se reproduise pas. D'accord. Et souvent, nos décisions sont accompagnées de recommandations. Pas de recommandations cette fois-ci, d'injonctions. Ok. Et les injonctions sont soumises à des astreintes. C'est-à-dire, si vous les respectez pas, voilà ce que ça va vous coûter par jour. Par jour. D'accord. Je prends juste, là encore, c'est en justice, je ne veux pas aller au-delà de notre propre décision, mais elle existe. Donc, je la commente, cette décision. Ouais. La partie de nos amis experts comptables, elle est assortie d'une décision de sanction, mais de modification de leurs pratiques avec information du conseil, information du public, soumise à une astreinte quotidienne de 4000 dirhams par jour de non-respect de cette décision. Donc, chaque jour qui passe où ils ne respectent pas la décision du conseil, ça va leur coûter, bon, au bout d'un certain temps. Je rappelle, là encore, c'est de la jurisprudence, donc il est utile de le savoir, que dans le droit de la concurrence, il y a une affaire qui est jugée par l'ANRT, pas par le Conseil de la concurrence, parce que les prérogatives du droit à la concurrence en matière de télécom est donnée à l'ANRT. D'accord. Donc l'ANRT applique la loi 104/12 comme le Conseil l'applique, dans son secteur. Donc il y a un opérateur qui a été condamné à payer une très grosse amende pour non-respect, enfin, abus de position dominante si on peut, ou non-respect d'un certain nombre de règles sur le partage de l'ouverture du réseau. Ça a été suivi d'astreinte. 2 ans plus tard, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un montant astronomique sur le fait. Donc, nous, l'objectif, pour revenir à la question, n'est pas de sanctionner, c'est que ça s'arrête. Et en général, les décisions sont accompagnées d'un certain nombre d'injonctions qui nous permettent de suivre. Et bien évidemment, vous imaginez bien qu'on ne va pas rester les bras croisés. Donc, tous les secteurs sur lesquels nous agissons et où il y aurait un constat d'anomalie par rapport à la loi, nous reviendrons quelques temps plus tard voir où ça en est. Et la loi prévoit que dans le cas de récidive, la pénalité est doublée. Et bien évidemment, s'il y a des astreintes, bon, ça c'est des facteurs aggravants. Vous savez, l'amende c'est 10% du chiffre d'affaires. Alors 10%, ça peut paraître peu. Mais quand on pense que la plupart des activités, leur taux de marge c'est 2-3%, ça veut dire que 10%, c'est 3 fois le résultat annuel. Bien sûr. Et quand c'est doublé, c'est 20, donc les amendes peuvent être très lourdes. C'est pour ça qu'elles sont un caractère dissuasif et c'est pour ça qu'à travers le monde, d'ailleurs, ce 10%, vous allez le trouver presque un peu partout dans le monde, il n'est pas spécifique au Maroc. C'est pour rendre dissuasive non seulement la faute initiale, mais surtout la récidive. La récidive, parce que la récidive, c'est 2 fois l'amende. Et là, il n'y a aucune circonstance atténuante. Si vous rajoutez les astreintes qui n'auraient pas été respectées, les injonctions avec astreintes, ça peut vous faire des montants colossaux. Et donc, je pense qu'on a l'arsenal qui permet de dissuader les gens, de dire ça continue comme avant. Et donc, là, je rappelle vraiment pour nous, peu importe le montant de l'amende, c'est que ça s'arrête. C'est que les gens respectent la loi et que celui qui est pris en faute se dise, bon, plus jamais ça, je fais autre chose. Et si un opérateur n'honore pas ses engagements et ne se plie pas aux règles? Alors, en général, s'il y a, ce qui est le cas
cas que j'ai cité où il y a eu des astreintes, bon, ça peut lui coûter cher, hein, parce qu'on va compter hein, le nombre de jours où il n'a pas respecté les règles. Donc il va payer, et il va continuer à payer ad vitam aeternam tant qu'il ne les respecte pas. Deuxièmement, si réellement il ne respecte pas, une deuxième enquête peut être ouverte, parce qu'il y a une infraction renouvelée. Est-ce que ça peut mener et à la là, fermeture, par exemple alors, nous, on considère que notre rôle n'est pas d'aboutir à la fermeture de société. Parce que quand vous fermez une société, vous créez du chômage, etc. Donc nous regarderons, mais c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Donc quelqu'un qui nous fait le chantage à l'emploi pour ne pas respecter la loi, ça passera pas. Maintenant, s'il ne respecte pas la loi, ben, il respecte pas la loi, ben, il sera sanctionné. Ben, évidemment, on tiendra toujours compte de la capacité, d'ailleurs, la justice a ce pouvoir. Même quand nous décidons d'une pénalité, on peut aller en justice pour dire, moi, société, j'ai fauté, mais je ne peux pas payer ça au risque de. Ça, à ce moment-là, c'est la justice qui tranche. Et c'est tant mieux, parce que ça fait un deuxième regard. Après, c'est le juge qui estime qu'ils peuvent payer ou ne peuvent pas payer. Mais en général, on tient compte quand même de ces éléments. Mais en cas de récidive, vous savez, si vous avez un acteur qui est nocif au marché, qui fait des choses qui sont non conformes à la loi, mais qui continue, même si vous l'avez sanctionné, ben celui-là, peut-être que il vaut mieux qu'il disparaisse, hein, que le jeu soit ouvert. Parce que nous avons une obligation de protéger ses concurrents. C'est pas uniquement protéger le respect de la loi, c'est si les pratiques anticoncurrentielles, en général, ont deux caractéristiques. C'est qu'elles sont nuisibles aux consommateurs, parce que ça relève les prix, ça baisse la qualité. C'est nuisible aux concurrents, donc ça n'encourage pas l'investissement dans ce secteur parce que les gens se disent ce secteur, il vaut mieux ne pas y aller. Donc c'est un frein à l'investissement et nous devons protéger les deux, le consommateur d'abord et l'investisseur après. Quel a été le cas le plus difficile à traiter depuis que vous êtes au Conseil de la concurrence? Je ne sais pas si je peux qualifier les choses comme ça, de difficile, pas difficile. Il y a des dossiers techniquement difficiles parce que vous êtes obligé de rentrer dans beaucoup de détails techniques, etc. Il y a des dossiers difficiles parce que le secteur d'activité peut être compliqué pour avoir de l'information. Mais nous, on regarde pas ce niveau de difficulté. Bon, par peu, ça peut prendre un peu plus de temps, un peu moins de temps. Pour nous, aujourd'hui, franchement, la priorité des priorités, c'est de dire il faut que les secteurs qui touchent le citoyen, le consommateur, qui ont un impact lourd sur le pouvoir d'achat, fonctionnent correctement. Donc, c'est pour ça que notre priorisation, notre grille de lecture, elle est d'abord orientée vers ça. Donc, l'alimentaire. Il y a l'alimentaire, il y a la construction, il y a le transport, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a bien sûr le transport, c'est le carburant. Donc, ces secteurs-là, parce que ça touche le pouvoir d'achat du citoyen, ces secteurs doivent tourner correctement. Donc, nous sommes en train de les regarder à travers une première grille qui est une grille d'avis. C'est-à-dire, c'est pas des démarches contentieuses, on regarde ce qui se passe. On sort, vous le voyez dans tous nos avis, il y a deux gros pavés. Bon, il y a le constat, bien sûr, mais il y a un volet recommandation qui est à l'usage des opérateurs. Et souvent, un volet recommandation qui est à l'usage aussi du gouvernement lorsque les textes doivent être changés. Par exemple, sur les cliniques privées qu'on a traitées, sur les écoles de l'enseignement privé qu'on a traitées, il y a une forte recommandation pour les textes réglementaires autour de ça. On dit, par exemple, dans les deux cas d'ailleurs, que le contrôle que doit assurer l'État n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'État a décidé qu'une partie d'une mission régalienne, qui est l'éducation, d'un côté la santé, est confiée au privé. OK? Pas de souci. Nous, on n'est pas là pour critiquer. Est-ce que c'est bon ou pas bon? L'État l'a décidé, très bien. Nous, on regarde, puisqu'on a destiné ça au privé, est-ce que les règles de concurrence jouent correctement? Et là, on voit que ce qui ne joue pas très bien, c'est que par rapport au consommateur, qui, en l'occurrence, c'est l'élève ou le parent d'élève, dans l'autre cas, c'est le patient et la famille. Est-ce qu'ils en ont pour leur argent, tout simplement? Est-ce que le rapport qualité-prix est garanti? Quand telle école affiche tel niveau de prix, il est libre, parce que le secteur est libéralisé. Donc, on n'est pas, nous, pour fixer les prix, puisque on a décidé que ce soit le privé, chacun fixe ses prix comme il veut. Mais est-ce que vous avez, vous, en tant que parent d'élève, la garantie que ce qu'on vous demande de payer correspond à quelque chose? Ça ne peut pas être un moyen de pression? C'est-à-dire? Un moyen de pression dans les recommandations que vous émettez? Dans les recommandations, elles sont destinées aux autorités. L'État
Alors, quand des lois nous sont soumises, le gouvernement est obligé de se justifier s'il ne suit pas nos recommandations. Ça, s'il nous sollicite. Dans le cas des avis, il n'a pas d'obligation. Mais enfin, nous sommes là pour nourrir le débat public. Le débat public qui dit, aujourd'hui, certains disent, par exemple, il faut plafonner le prix des écoles. Nous, on dit, on n'est pas d'accord. Il faut plutôt avoir une bonne lecture du rapport qualité-prix. Oui. Et ce rapport qualité-prix passe par l'évaluation de la scolarité. Est-ce que cette école forme correctement, etc. Donc, or ça, le ministère peut l'organiser parce que c'est lui qui assure la tutelle, c'est lui qui donne les autorisations. On a dit aussi que pour encourager l'installation, il faut peut-être assouplir les démarches administratives. Il y a beaucoup d'autorisations à demander. Enfin, il n'y a pas de guichet unique et il vaut mieux revoir les textes. Même chose pour les cliniques. D'ailleurs, on a une recommandation pour dire peut-être le ministère n'a pas le moyen de contrôler les 300 ou 400 cliniques qui existent dans le Maroc, surtout maintenant que ça devient des quasi-hôpitaux, des centaines de lits, des structures hyper complexes. Pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit des cabinets mandatés par le ministère, donc qui sont labellisés par le ministère, qui eux seraient chargés de faire ce contrôle. Par exemple, quand vous voulez rentrer dans une clinique, est-ce que le plateau technique est bon? Est-ce que les normes sanitaires sont respectées? Est-ce que ceci? Et qu'on vienne voir. Or, ceci, aujourd'hui, le ministère n'a pas les moyens de le faire. Donc, on a cette recommandation de dire, puisque vous ne pouvez pas le faire, est-ce qu'il y a moyen peut-être de sous-traiter à des cabinets qui peuvent, comme d'ailleurs les experts comptables vérifient la comptabilité des entreprises, comme beaucoup sur la qualité. On sait qu'il y a des démarches qualité, vous avez toujours un auditeur qui vient vérifier. On peut faire la même chose et d'assurer aux patients. Après, il y a la question des prix conventionnés, pas conventionnés, ça c'est un autre débat. Mais au moins que le patient, c'est prix-prestation. Absolument, prix-prestation. Maintenant que la prestation soit régulée aussi par des conventions avec l'État sur autre chose, c'est une autre question. Mais au moins que la qualité soit mesurée. Nous, notre préoccupation, c'est toujours ça. Est-ce que le rapport qualité-prix est perceptible au consommateur? Et on dit, il est mieux pour les gens de pouvoir choisir en fonction de la qualité, parce que quel est le moteur de la concurrence? C'est quand quelqu'un arrête d'avoir des clients parce qu'il a un rapport qualité-prix qui n'est pas bon. Soit il va fermer, disparaît, soit il va améliorer la qualité pour recevoir ses clients. Donc c'est ça le moteur de l'innovation, c'est ça le moteur de la non-pénurie, etc. Et c'est ça qui fait tourner en général une économie. Et là-dedans, la transparence des chiffres, la transparence de l'offre, la transparence des prix est importante. Et ça, on est vraiment l'affichage des prix. Ça fait partie, évidemment, des choses que nous recommandons. Quand vous rentrez dans une clinique, il faut qu'on vous dise combien ça coûte, combien ça coûte. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ceux qui sont déjà passés par là pour vous dire attention, vous devez payer ça. Il faut que ça soit affiché et respecté. Après, chacun joue son rôle au niveau du contrôle. Tout à fait. Une dernière question par rapport aux sanctions, s'il vous plaît, monsieur Rahou. Trois dernières. Je vais vous demander d'être plus explicite concernant les amendes transactionnelles sans limite avec les entreprises. Et en quoi cela favorise-t-il la probité et la transparence? Pardon, on précise. Les amendes transactionnelles sans limite avec les entreprises. En quoi ça consiste exactement? On n'a pas très bien compris ce volet. C'est stipulé dans la nouvelle. Il y a deux procédures en fait dans les textes. Il y a la procédure de non-contestation des griefs, et il y a la procédure de clémence. Donc, il y a des procédures transactionnelles, par exemple, quelqu'un vient vous dire, voilà, moi je constate, même chez moi, dans mon entreprise ou dans ma structure, des non-respects, et je veux que ça s'arrête. Pour encourager les gens, ça permet effectivement de faire bénéficier pratiquement d'une clémence totale. De dire, puisque vous êtes venu vous-même, si vous coopérez. Vous savez, si je le prends sous l'angle juridique, pour ceux que ça intéresse, il y a deux façons de voir le droit. Il y a le droit à l'anglo-saxonne et le droit un peu latin. Globalement, le droit marocain est latin. D'espérance, évidemment, toute la partie qui touche personne, c'est un droit. Le Moudawana provient aussi d'un aspect qui, lui, est un peu lié à nos traditions. Mais globalement, le droit des affaires est plutôt associé au droit latin. Or, le droit de la concurrence à travers le monde est un droit d'obédience anglo-saxonne, qui consiste à dire, quand vous constatez une faute, le mieux, c'est de la régler, même s'il ne faut pas payer quelque chose. Et quand quelqu'un vous aide dans l'enquête, il peut bénéficier de clémence et d'un traitement spécifique.
Ça existe, on l'entend beaucoup Oui. quand on voit Oui. les séries américaines. Ben oui, les indiques. Les négociations avec le procureur, etc. C'est ça. Bon, généralement, dans le droit latin, non. On dit, bon, à telle faute correspond telle peine. Dans le droit anglo-saxon et le droit de la concurrence à travers le monde est plutôt dans cette logique. Il vaut mieux régler le problème. L'amende n'est qu'un élément de la transaction. C'est les engagements C'est ça. et l'aide que peut vous apporter quelqu'un à régler un problème. Par exemple, de dire, tiens, telle pratique, là, celui qui vient le premier, ben, il peut bénéficier d'une clémence quasi totale. Je rappelle juste que le droit de la concurrence, il y a deux volets. Il y a le volet sanction, un volet qu'on n'a pas mentionné ou qu'on mentionne rarement, c'est le volet pénal. Parce que dans certains cas où il y a une atteinte lourde par un individu dirigeant, ben, il peut être poursuivi à titre personnel. Et c'est ça qui permet parfois, cette procédure maintenant est utilisée très largement dans certains pays développés, c'est de dire un dirigeant qui constate des choses, pour se protéger, il vient dire, écoutez, je veux arrêter. Donc il a l'immunité pour lui-même et l'immunité pour sa société, mais il collabore à l'enquête fortement. Ça, on l'a présenté la dernière fois dans la séance de formation de la presse. Des cas pareils ont été présentés par nos amis polonais.